20h sur la RTB, madame, monsieur, bonsoir. Les titres. Placer le numérique au cœur du développement en alliant finance et technologie, le fil conducteur de la semaine du numérique version 2024. La 19e édition offre des technologies innovantes aux entreprises et visiteurs. Nous serons à l'ouverture officielle et dans les stands du Salon d'éthique. Dirigeants arabo-musulmans sont à Riyad pour un sommet extraordinaire. La Ligue arabe et l'OCI disent non à ce qu'ils qualifient d'agression d'Israël contre la Palestine et le Liban. Elles appellent à un cessez-le-feu immédiat et à un lever du blocus. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial pour le point de cette actualité. L'hommage du gouvernement aux défenseurs des cultures et savoirs endogènes, maître Frédéric Passéré Titenga. Une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de la Communication, s'est inclinée devant la dépouille et a transmis le message du président du Faso. Les images et commentaires dans quelques instants. Des retards contenus en grande partie au sein des filières académiques, le ministère de l'Enseignement supérieur annonce la normalisation pour 99 filières sur les 159 au total. L'absence de vacances académiques aurait été la panacée pour l'atteinte des résultats. On en saura plus dans cette édition. Et dans ce 20h également, dans la page spéciale AES, le Mali se prépare à la célébration de ses coutumes et traditions. Les autorités coutumières sont à pied d'œuvre et vous le verrez, le ressenti des populations dans le dossier spécial de nos confrères de l'ORTM. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Rendez-vous majeur pour les acteurs d'éthique. La semaine du numérique s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Plusieurs experts y sont conviés avec la participation d'invités spéciaux comme le Mali et le Niger. Transformation digitale et développement économique, les enjeux des fintech, c'est le thème de cette 19e édition présidée par le chef du gouvernement. La cérémonie d'ouverture avec Adama Guiti et Jérôme Tendano. Ouagadougou, vivre au rythme du digital pour 4 jours d'affilée. Acteurs de l'écosystème du numérique, ils entendent faire de la technologie un moteur propulseur du développement socio-économique. Ce défi leur est d'ailleurs lancé par le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, dont le discours d'ouverture est prononcé ici par le ministre en charge de la transition digitale. À travers les sous-thèmes qui seront développés au cours de cette semaine, nous attendons des experts qui puissent nous proposer, en tout cas faire déjà le point de ces innovations technologiques dans le secteur financier et également nous faire des recommandations pour pouvoir maximiser les opportunités, les avantages offerts par ces services financiers innovants, mais également aussi nous prodiguer des recommandations qui pourront nous permettre de réduire les impacts ou les inconvénients de ces services-là. À la tribune, les interventions se succèdent et se complètent. Tous s'accordent sur le rôle ô combien important du numérique dans un monde connecté. Des initiatives ainsi que des efforts vont donc être déployés collégialement dans l'espace AES. Nous travaillons pour pouvoir avoir des passerelles afin que nos efforts aillent vraiment vers la satisfaction des besoins de nos populations. Et aujourd'hui, nous en sommes au thème des fintech. C'est de l'économie, c'est des finances, n'est-ce pas? C'est pour amener vraiment les populations à avoir accès aux facilités que va accorder le numérique dans ce sens. Nous voulons vraiment démocratiser le financement par le numérique afin que toutes les populations aient accès, n'est-ce pas, aux services financiers, au lieu que ce soit vraiment l'affaire de quelques privilégiés citadins. Notre objectif, quels que soient les lieux où réside un citoyen AS, qu'il puisse accéder à son argent, qu'il puisse accéder à certains services numériques, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'information sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la météo et tous les aspects de la vie socio-économique de nos populations. Tous nos spécialistes, tous nos porteurs de projets, en même endroit, ils vont partager les expériences et nous, de l'autre côté, on va promouvoir les meilleures pratiques et puis les déployer au niveau de l'AES. La 19e édition de la Semaine du numérique offre également une tribune aux acteurs pour exposer leur savoir-faire. Ici, par exemple, le groupe Orange Burkina, sponsor officiel de ce rendez-vous 19, dévoile au public son tout nouveau produit, Orange Money, un guichet automatique.
Avec la semaine du numérique s'ouvre également le CITICO, une activité connexe. Il s'agit du Salon international des TIC et de la bureautique de Ouagadougou. On y retrouve plusieurs entreprises exerçant dans le domaine technologique. Une opportunité également pour les structures chargées de la régulation comme la CIL et la BLCC pour mieux se faire connaître. La visite des stands avec Sie Lassina Ouattara et Moumouni Wanga. Les stands d'exposition du CITICO, Salon international des TIC et de la bureautique de Ouagadougou, s'ouvrent aux visiteurs. Au pavillon Soleil Levant, plus d'une cinquantaine d'entreprises exerçant dans le domaine du numérique rivalisent pour séduire les visiteurs. Cibation est une entreprise américaine de technologie. Pour sa première participation, elle propose des solutions en cybersécurité et bien d'autres produits digitaux. Nous sommes capables de former la jeunesse sur les technologies de l'avenir et les technologies contributrices au produit intérieur brut du pays. Et nous avons aussi des solutions en infrastructure, donc notamment le data center du pays. Nous travaillons aussi sur des problématiques autour des data centers dans notre verticale infrastructure. Nous sommes dans 8-9 pays maintenant en Afrique, toujours avec cette petite nostalgie parce que le Burkina Faso était l'un des 2 premiers pays sur lesquels nous sommes déployés en Afrique. Là, un stand qui abrite pour la circonstance des installations de Inknep IT Consulting, une structure qui fait de la conception, l'intégration, l'installation et l'opérationnalisation des centres de données sa spécialité. Vu l'engouement présentement du gouvernement à devenir souverain de ses propres données, nous avons jugé bien d'apporter cette expertise-là depuis l'extérieur, localement maintenant, et permettre déjà que nous puissions stocker nos données internes et d'être propriétaires de ces données et les sécuriser au même moment. Aussi de faciliter aussi le service à la clientèle parce que l'information tout trouvant ailleurs, c'est difficile de la recevoir sur le réseau, mais quand elle est encore plus proche de nous, on garantit aussi une meilleure qualité de ces services-là. Au CITICO 2024, il n'y a pas que des entreprises à but commercial. Au rang des exposants, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et la Commission de l'informatique et des libertés. L'ambition affichée par ces structures de régulation et de répression, renforcer les actions de sensibilisation et surtout d'éducation à l'utilisation des TIC. Pour cela, nous avons élaboré un quiz avec un QR code. Donc, pour tous ceux qui passent au niveau de notre stand, ils peuvent scanner le QR code et jouer, tester leur connaissance sur la loi et leur connaissance sur la protection des données. Nous leur assistons également à la récupération des comptes piratés ainsi que à mettre fin également donc, aux chantages qui sont en cours pour les personnes qui sont victimes actuellement donc, de chantage à la webcam. Tribune par excellence de technologies innovantes, le Salon international des TIC et de la bureautique de Ouagadougou ainsi lancé se poursuit jusqu'au 15 novembre prochain. Il se tient en marge de la 19e semaine du numérique. Plénière à l'ALT avec ce vote à l'unanimité du projet de loi de règlement au titre du budget de l'État exercice 2023. Au cours de la session, la représentation nationale a également donné son quitus pour la ratification d'un accord de crédit de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme. Les détails avec Issoufou Kabouri et Ahadi Sandamba. À l'unanimité, les 67 votants du jour donnent quitus au gouvernement burkinabé de ratifier un accord de crédit pour la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme. Un financement additionnel qui permet la mise en œuvre effective des activités de renforcement de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans la zone d'intervention du projet. Le Conseil des ministres a bien voulu donc restructurer ce financement additionnel pour aller vers plus le renforcement donc, des capacités productives des populations. Ce qui a permis donc de restructurer effectivement ce financement additionnel et d'aller vers l'acquisition d'intrants, à savoir donc des engrais et des équipements au profit donc du SOBIMA, afin donc de permettre plutôt à la population de produire et de se nourrir en lieu et place donc d'acquérir plutôt de l'aliment tout fait et de mettre à leur disposition. Après l'autorisation de la représentation nationale donnée en décembre 2022 pour l'exécution du budget exercice 2023, Fatoumata Bako Traoré rend compte de l'exécution en termes de chiffres. Ainsi,
Après la présentation des résultats de l'exercice par la Commission des finances du budget de l'Assemblée législative de transition, place au débat général. Question de mieux cerner les contours de la loi avant son adoption. Article par article, la loi de règlement est votée à l'unanimité par la représentation nationale. Nous avons 3 lois de finances généralement. La loi de finances initiale qui décrit donc les ressources et les charges de l'État pour un exercice donné, donc l'exercice de l'année. Et nous avons la loi de finances rectificative en cours d'année prend en charge les évolutions qui ont eu lieu pour consacrer des modifications. Et à la fin donc de la gestion, nous avons la loi de finances, la loi de règlement, qui est également une loi de finances, qui vient donc rendre compte de l'exécution, pour donner les résultats auxquels nous sommes parvenus après l'exécution du budget en question. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus présenter à la plénière les résultats de la loi de règlement 2023, c'est-à-dire quand on a exécuté le budget 2023, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus. De cette loi de règlement, adoptée à l'unanimité par les députés, il ressort un déficit d'environ 400 milliards de francs CFA. Et le challenge actuel pour le gouvernement, c'est le respect du délai des 90 jours pour l'apurement de la dette intérieure. Cette plénière est un moyen pour l'Assemblée législative de transition de suivre et de contrôler l'action du gouvernement. Impressionné par l'organisation et le fonctionnement de la grande chancellerie du Burkina, d'où une immersion pour en tirer profit, le frère et ami du Niger, grand chancelier des ordres nationaux, le colonel Issaka Labo-Bouché ainsi que sa délégation sont en séjour au Burkina. Ils se sont entretenus hier lundi avec l'homologue burkinabé, le général de brigade à la retraite, Pégrino Mazagré. Le compte-rendu de Wendiamba Achille Kabouré. La grande chancellerie des ordres nationaux de la République du Niger à l'école de l'institution sœur du Burkina Faso. Une présentation de la grande chancellerie des ordres burkinabés, suivie de communications sur les différents ordres et les symboles de la nation ont permis à la délégation nigérienne de s'imprégner de son organisation et de son fonctionnement. On en a tiré ce matin un grand profit dans le sens où nous avons évalué à quel point nous avons des similitudes et aussi quelques points à améliorer dans le cadre effectivement de l'accompagnement de nos institutions respectives sur la lancée générale de nos 3 États. Dans cette lancée, nous ne voulions pas être en reste et sous l'impulsion de nos différents chefs d'État, grands maîtres des ordres nationaux et du Niger et du Burkina, nous voudrions insuffler une dynamique dans ce sens. Pour réaliser les objectifs des chefs d'État, une harmonisation des textes régissant les grandes chancelleries des États est en vue. Et dans la dynamique de voir la création d'un cadre institutionnel où on va effectivement voir ce qu'on peut mutualiser, ce qu'on peut mettre en commun, parce qu'on est dans cette dynamique de souveraineté de nos États et donc de nos institutions. On est déjà suffisamment avancé au niveau des États, en ce sens qu'on a harmonisé la défense, on a trouvé un cadre pour la diplomatie, on est en train de trouver un cadre pour le développement. Nous aussi, nous ne voudrions pas être en reste. Dans cette quête de souveraineté réelle, la grande chancellerie des ordres burkinabés dispose désormais de médailles fabriquées des mains d'artisans nationaux. Pascal Bamouni, désormais à la tête de la Cour de cassation, magistrat de grade exceptionnel, 30 années de carrière. Il est installé dans ses fonctions par une audience solennelle ce 12 novembre. La cérémonie officielle avec Nong Bakouda et Tanga Kafando. Pascal Bamouni, magistrat de grade exceptionnel, installé dans ses fonctions de premier président de la Cour de cassation après avoir prêté serment à cette audience solennelle de la Cour. Nommé le 2 octobre 2024, il remplace le magistrat de grade exceptionnel Jean Condé, admis à la retraite. Dans son discours, le nouveau premier président de la Cour de cassation a salué le travail abattu par ses prédécesseurs, des acquis qu'il compte renforcer pour le bonheur de la justice et des justiciables burkinabés.
On ne réinvente pas la roue. Il y a des prédécesseurs. Je suis le 12e. Ça veut dire qu'avant moi, il y a beaucoup de premiers présidents qui sont passés et qui ont fait quelque chose. Et comme on le dit, il faut ajouter de la terre à la terre. Et donc nous comptons consolider d'abord cet aspect, notamment dans le cadre du traitement des dossiers, du point de vue de la qualité, du point de vue également de la célérité. Pascal Bamouni arrive à la tête de la Cour de cassation au moment où la justice burkinabé est en pleine réforme et le ministre de la Justice salue son esprit d'ouverture pour prendre en compte les autres acteurs du monde judiciaire dans cette nouvelle dynamique. Je voudrais aussi, tout en adressant mes félicitations au président Bamouni entrant, il a décliné lui-même la lourde tâche et la lourde responsabilité qu'il attend à la tête de la Cour de cassation. Et nous avions aussi entendu qu'il compte sur l'ensemble des acteurs de la Cour de cassation pour réussir cette œuvre. Cela témoigne déjà de l'esprit d'ouverture dont il fera sienne lors de son management et nous ne pouvons que lui souhaiter en tout cas plein succès. La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de Burkina Faso et l'audience solennelle d'installation du premier président a enregistré la présence de responsables d'institutions, d'anciens ministres de la Justice et bien d'autres acteurs du monde judiciaire. Nous mettons le cap sur Riyad, la capitale saoudienne. Dirigeants arabo-musulmans sont conviés à un sommet extraordinaire. La Ligue arabe et l'OCI débattent des derniers développements de la crise entre Israël, la Palestine et le Liban. Au cours de ce sommet, les participants appellent à un cessez-le-feu et à la levée du blocus pour laisser passer les convois dans la bande de Gaza, entre autres. Le président de l'ALT, Ousmane Bougma, y est présent, représentant le chef de l'État. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, ici à Kanana. La rencontre se déroule à huis clos. Dans cette salle de conférence de Riyad se tient le sommet extraordinaire conjoint de l'Organisation de la coopération islamique OCI et de la Ligue arabe. Au centre des discussions, la situation au Proche-Orient. La guerre menée par Israël contre la Palestine et le Liban cristallise les débats à ce sommet extraordinaire qui réunit ici dans la capitale saoudienne une soixantaine de délégations, dont une dizaine de chefs d'État. Et c'est le président de l'Assemblée législative de transition qui représente le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à ce sommet. Et à cette tribune, le Burkina Faso, tout comme les autres pays participants, appellent à un cessez-le-feu immédiat. Les différentes délégations ont pris la parole et ont reconnu tous à l'unanimité qu'il fallait que la communauté internationale s'engage afin que la paix revienne au niveau de la Palestine et au niveau du Liban, relevant avec insistance la situation humanitaire très difficile et surtout la situation difficile des civils qui se retrouvent pris au piège de ce conflit. La situation en Palestine et au Liban ne saurait faire fi de celle des populations des pays du Sahel victimes d'attaques terroristes depuis plusieurs années, souligne Dr Ousmane Bougma. Et depuis Riyad, le président de l'Assemblée législative de transition appelle à une mobilisation internationale à l'égard des pays de l'Alliance des États du Sahel. La situation au niveau de la Palestine, au niveau du Liban, rappelle la situation du Burkina Faso, rappelle la situation de la Confédération de l'AES, où nous sommes en proie à des actes terroristes. Et ces actes terroristes, la population qui souffre le plus, c'est la population civile. Et les mêmes efforts doivent être aussi déployés dans nos pays afin que nous puissions vaincre le terrorisme. Et notre souhait, c'est que cette mobilisation qu'il y a eu au niveau pour soutenir la Palestine et pour soutenir le Liban, qu'il y ait aussi des mobilisations de ce genre-là pour soutenir la cause sahélienne afin que nous puissions retrouver la paix, afin que nos populations civiles puissent goûter à la liberté, à la sécurité. Ce sommet extraordinaire conjoint de l'OCI et de la Ligue arabe se tient à la suite du sommet de l'année dernière. Il souligne la nécessité et l'importance de la coopération internationale pour résoudre les crises régionales, pour ainsi garantir la paix et la sécurité. À cette rencontre de Riyad, l'ensemble des délégations appellent à une conférence internationale pour la paix,
le seul moyen de parvenir à une paix durable et définitive entre Israël, la Palestine et le Liban. Hommage à présent à l'avocat, homme de culture et de lettres, Naba Panantougri de Manega, maître Frédéric Passereti-Tenga. Une délégation gouvernementale conduite par son porte-parole, ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme, était au domicile du défunt. Elle y a transmis le message du chef de l'État. Le témoignage de Daouda Ouattara et Jérôme Tindano. Genoux fléchis devant la veuve de maître Frédéric Titenga Passeri, le ministre d'État, ministre en charge de la culture, présente les condoléances de toute la nation. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo et sa délégation se recueillent ensuite sur la dépouille de Naba Panantougri. Dans le livre des condoléances, le messager du président du Faso salue l'immense contribution d'un homme, jadis trésor humain vivant, dont la vie a servi, sert et servira de repère pour les générations futures. Un homme exceptionnel qui a marqué sa communauté, qui a marqué le Burkina Faso, qui a marqué l'Afrique et qui a marqué le monde par son engagement et surtout par la qualité de ses œuvres. C'est un homme de culture, c'est un historien, c'est un philosophe, c'est un sociologue et surtout c'est un homme de conviction qui s'est toujours battu pour l'affirmation, pour la promotion, pour la valorisation de nos identités, pour la valorisation de nos savoirs endogènes. Et je pense que c'était vraiment l'essence de son combat. C'était aussi un homme de droit. Je pense qu'il a laissé une empreinte indélébile. Et donc c'est ce message d'hommage, ce message de solidarité, de compassion à l'endroit de toute la famille dont nous sommes porteurs au nom du chef de l'État, mais aussi en union de prière pour le repos de l'âme de maître Passereti Tenga. Du réconfort pour la famille, qui exprime ici toute sa reconnaissance à la nation entière, mobilisée depuis que le ciel de Manega s'est assombri. Pour la famille, c'est un acte qui lui démontre simplement que dans cette douloureuse épreuve, la famille n'est pas seule. La République est entièrement reconnaissante. C'est pour cela que je voudrais donc, au nom de la famille de Maître Passeri, au nom de l'ensemble de la population du Grand Zitenga et de Manega, dire notre reconnaissance au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dire notre reconnaissance à l'ensemble des membres du gouvernement, à l'ensemble des représentants de la République, notre reconnaissance pour l'œuvre faite par le fils de Manega. Maître Frédéric Titenga Passeri demeure vivant dans nos mémoires à travers son immense héritage légué à la nation, rassure le ministre d'État. Une conviction de Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo qui corrobore cette citation de l'illustre disparu. La mort est une parole que l'on confie au vent, mais la vie est l'écho qui revient toujours. Dans l'actualité également et face aux retards académiques constatés dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et de recherche, le département du professeur Adjima Tombiano, de concert avec les acteurs concernés, a entrepris la poursuite des activités académiques pendant les 2 mois de vacances. Le ministre face à la presse dresse le bilan de cette trouvaille en vue de contenir les retards et l'on retient que sur les 159 filières en retard à la date du 1er octobre 2023, 99, soit 62,26% ont été normalisés. Reste donc 60 encore en retard, mais le ministre se veut rassurant. Nous l'écoutons au micro de Adama Guiti et Benewende Frédéric Nikema. Désormais, sur un total de 321 filières que comptent les instituts d'enseignement supérieur et de recherche publique au Burkina Faso, 159 étaient en retard à la date du 1er octobre 2023. Le gouvernement, dans l'optique de sortie de cette impasse, a opté pour la poursuite des activités académiques pendant les 2 mois consacrés aux vacances. Au bilan, sur les 159 filières en retard, 99 ont été normalisées, soit un taux de plus de 62%, explique le ministre en charge de l'enseignement supérieur à ce point de presse. Nous avons consenti des efforts durant l'année académique d'octobre à juillet. Octobre 2023 à juillet 2024. Et ces efforts ont permis
de normaliser 38 filières. Et les 38 filières représentent 23,90% des filières qui étaient en retard. Pendant les 2 mois de vacances, c'est-à-dire les mois d'août et septembre 2024, 2 mois, nous avons pu normaliser 61 filières. Ça veut dire qu'au 30 septembre 2024, nous avons en tout 261 filières normalisées sur les 321 filières que compte l'ensemble des ISR. Aux côtés de ces chiffres, le département de Adjuma Tchombiano se félicite d'avoir pu effectuer la rentrée académique des nouveaux bacheliers en octobre 2024. Une première depuis près d'une décennie, se réjouit le ministre. De cette cohorte de bacheliers qui est rentrée, beaucoup ont déjà commencé les cours effectivement. Mais il y en a qui n'ont pas encore commencé les cours. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un problème d'infrastructure. L'appel que nous lançons, c'est vraiment un appel à la mutualisation de toutes les infrastructures partout où elles existent dans les différentes régions. Et là, nous pensons par exemple à toutes les infrastructures qui existent au niveau des anciennes ZENEP, aux salles polyvalentes et autres salles qui se trouvent dans les régions. Nous lançons un appel pour que les forces vives de ces régions-là, pour que les autorités administratives, coutumières et politiques viennent en aide à ces universités pour que nous ne tombions plus encore dans le retard pour insuffisance d'infrastructures. Pour maintenir le cap et passer à une normalisation complète des années académiques, plusieurs actions sont en vue. Il s'agit entre autres d'un vaste programme de formation doctorale afin de résoudre le problème des ressources humaines et l'initiative présidentielle qui, à terme, devrait permettre la construction de 39 amphithéâtres. La dernière question. Restons dans le registre de la formation axée cette fois-ci sur la fiscalité. Des experts accrédités sur la fiscalité applicable à la prestation intellectuelle et statistique sont à l'école du renforcement de leurs capacités. Des acteurs qui veulent se donner les moyens nécessaires pour accompagner au mieux les entreprises nationales. Le compte-rendu de Nyarkiteda. Tous des experts du secteur de la fiscalité et de la statistique, ils viennent de divers horizons du Burkina. Objectif, renforcer leurs capacités dans leur domaine. Cette rencontre de 2 jours vise à informer et à accompagner les différentes entreprises sur la problématique liée à la fiscalité au Burkina. Nos experts sont ceux qu'on appelle généralement les consultants, les promoteurs des bureaux d'études qui sont dans le domaine de la prestation intellectuelle des services. Donc leur spécificité certainement nécessite qu'il y ait un certain nombre d'éclairages sur certains points concernant la fiscalité applicable à leur profession. Nous allons les entretenir d'abord sur les éléments de sciences et techniques fiscales, c'est-à-dire ce qu'est l'impôt, comment il est assis et recouvré et à quoi il sert. Et après cela, on va les expliquer également les procédures d'immatriculation et puis certains taxes spécifiques auxquelles ces experts sont soumis. Premier du genre, cet atelier de formation sert de test et devrait permettre d'ouvrir une fenêtre sur les droits et obligations liées à la profession d'expert. Marche pour la cohésion sociale dans les Cascades, depuis la place de la mairie jusqu'au gouvernorat de la ville de Banfora, l'association JAM a réuni la population pour planter le baobab de la cohésion. Une initiative appréciée des autorités, comme nous le disent Drissa Traoré et Kadouro Menki. C'est une marche pacifique sur environ 2 km avec dans le viseur la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Débuté à la place de la mairie de Banfora, sur initiative de l'association JAM, nos marcheurs vont rallier le gouvernorat des Cascades et procéder à une plantation symbolique de l'arbre de la cohésion. Espèce choisie, le baobab, pour 3 principales raisons. Le baobab, c'est l'une des espèces au Burkina qui se retrouve dans toutes les régions. Ce qui fait que nous avons choisi cette espèce pour que chaque ethnie se retrouve quand même dans l'espèce qui a été choisie. Deuxièmement, c'est un arbre qui procure assez d'ombre. Donc nous espérons bien que cet arbre-là va nous procurer l'ombre nécessaire pour pouvoir résoudre les problèmes résiduels qui vont venir dans le futur. C'est l'un des arbres qui vit le plus longtemps. Voilà, donc nous espérons que vraiment cette cohésion retrouvée va durer des siècles et des siècles. Et c'est dans une ambiance bon enfant
que l'arbre de la cohésion des communautés de la région des Cascades est planté avec la bénédiction des autorités de la région. Planter l'arbre de la cohésion veut dire qu'on a été ébranlé, toutes les communautés dans cette partie du pays, sinon dans l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, on essaie de recoudre les petits morceaux qui étaient cassés. Tout ce qui concerne la cohésion, tout ce qui concerne l'entente, tout ce qui concerne l'union, le ministre d'État, ministre de la Défense ne peut que soutenir cela. Parce que nous sommes dans une période assez délicate de notre histoire où au quotidien nous avons affaire à l'hydre terroriste et il n'y a que l'entente, la cohésion, l'unité et la synergie d'action qui peuvent nous permettre de faire face justement à cette menace extérieure et intérieure, il faut le dire également. Cette activité se tient à la faveur de la journée d'échange et de réflexion sur la paix et la cohésion sociale, le civisme et la loyauté aux institutions de la République. Journée organisée par l'association Diam et placée sous le thème « La collaboration entre communautés de la région des Cascades, enjeux et perspectives ». À Tenkodogo, les populations sont plutôt sensibilisées aux conséquences de la migration irrégulière. Un séminaire est organisé à cet effet par le ministère des Affaires étrangères à travers la direction de la migration et de la réinsertion. On en sait plus avec Hassan Guébri et Paul Yabri. Attirés par l'espoir d'un meilleur devenir, de nombreux jeunes burkinabés s'aventurent dans des parcours migratoires irréguliers, souvent sans les précautions nécessaires. La Méditerranée devient ainsi un passage privilégié de ces voyageurs qui ignorent souvent les risques considérables qui les attendent. Face à ce phénomène, le ministère en charge des Affaires étrangères à travers la direction de la migration et de la réinsertion a initié un atelier de sensibilisation pour informer les populations dans les zones de départ. Nous avons déjà accueilli au premier semestre 2024 plus de 2500 migrants de retour. C'est de la Libye, de l'Algérie, du Maroc. Dans les chiffres actualisés, on est à plus de 64% qui proviennent de la région du centre-est. Les sessions animées par les experts en migration vont apporter des connaissances pratiques et des conseils pour une meilleure prise de décision. Nos jeunes frères burkinabés qui se lancent comme ça dans l'aventure souvent sans maîtriser les contours de leur aventure. Alors, ce séminaire entre dans ce cadre de sensibilisation des jeunes pour leur apporter beaucoup plus d'informations sur leur choix de destination. En 2023, l'Organisation internationale pour les migrations a enregistré 4615 décès dans la Méditerranée. Le Burkina Faso fait partie des 10 pays africains dont les ressortissants se lancent à l'aventure en passant par la Méditerranée. 2 bassins piscicoles et un château d'eau réfugié de l'arrondissement 6 de la ville de Bobo. Le geste de l'ONG Direct Aid en collaboration avec le HCR. Le projet vise à leur garantir une meilleure accessibilité en eau potable et faciliter l'irrigation de leur espace maraîcher. Les détails avec Borema, Kane et Kadouro Menki. L'accès des populations vulnérables à l'eau potable, une préoccupation de l'ONG Direct Aid qui vole ici au secours des réfugiés de Bobo-Dioulasso au niveau du site maraîcher de Matruku à travers un don de château d'eau à leur profit. Avec cet ouvrage-là, c'est notre parc régional qui est amélioré. Avec l'inauguration, les réfugiés sont très contents, ça vient améliorer leur quotidien. Nous avons eu un château d'eau. Nous sommes très heureux. Nous demandons toujours de l'accompagnement pour booster nos activités parce que nous avons environ 100 hectares de terrain que Maturku nous a donné. L'inauguration de ce château d'eau est le fruit d'une bonne collaboration entre l'ONG Direct Aid et le Haut Commissariat pour les réfugiés. En ligne de mire, le renforcement de la résilience et de l'insertion socio-économique de cette couche sociale. Les autorités de Burkina Faso ont accueilli les réfugiés, ont facilité l'intégration, mais nous faisons également beaucoup d'efforts à ce que les réfugiés ne soient pas dépendants de l'assistance et que leur autonomisation et leur résilience soient vraiment renforcées. Je réitère ma demande à tous les bénéficiaires de faire un bon usage de ce château parce que c'est une première au Burkina Faso d'abord
et aussi pour encourager encore les bailleurs de fonds de faire encore des dons davantage pour cette population de cette zone. L'infrastructure ici inaugurée est un poste d'eau autonome composé d'un forage avec un débit de 28 mètres cubes, d'un château d'eau d'une capacité de 15 mètres cubes, d'un système photovoltaïque et de 2 bassins de 10 mètres cubes. Ce château d'eau a coûté environ 35 millions de francs CFA à l'ONG Direct Aid. Dans les actualités de l'AES et en marche des travaux de la première conférence ministérielle Russie-Afrique, les chefs de diplomatie de l'Alliance se sont retrouvés pour un bilan de leur participation au forum et un bilan de la mise en œuvre des engagements au sein de l'organisation. Le point avec notre envoyé spécial Aboubakar Assayon. La conférence de Sochi, une opportunité pour les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES de consolider leur coopération avec la Russie, partenaire stratégique des 3 pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Dès la fin des travaux, les ministres des Affaires étrangères de Burkina, du Mali et du Niger se réunissent pour faire le point de leur participation à cette rencontre russo-africaine. Chaque pays a certes travaillé au renforcement des relations bilatérales avec la Russie, mais tous ont plaidé la cause de la Confédération des États du Sahel. La réunion entre Karamoko Jean-Marie Traoré, Abdoulaye Diop et Bakary Yahou Sangaré est aussi mise à profit pour échanger sur la vie de la Confédération. Les échanges entre les 3 ministres portent notamment sur la coordination et le suivi du plan d'action de la Confédération des États du Sahel. Chefferies et autorités traditionnelles au sein des populations, depuis la légitimité à elles conférée par les autorités administratives du Mali, les chefs de village et quartiers à Sikasso multiplient les rencontres pour les derniers réglages de la célébration de leur journée spéciale. Le grand dossier de Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté. La région de Sikasso, comme d'autres localités du pays, accorde une grande importance au système d'administration impliquant les chefferies traditionnelles. Ces chefs traditionnels œuvrent depuis des siècles pour l'apaisement de leur communauté, la promotion de la paix et du vivre ensemble. Pour le cas de Sikasso, l'exercice de la chefferie traditionnelle renvoie à des années 1800. Les colonisateurs ont trouvé qu'il y avait une chefferie qui existait ici, c'était la Wayout. Maintenant, après la prise de la ville, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, le colonisateur a organisé le commandement à sa manière, à sa façon, pour pouvoir mieux gérer cette société-là. Ce qui fait que on parle d'autorité traditionnelle, si je peux me le permettre. L'autorité traditionnelle, c'est quoi? Ce sont les chefs de quartier que vous constatez aujourd'hui. On appelle ça autorité traditionnelle. Le vestibule joue encore son rôle dans l'apaisement du climat social. Il intervient dans pas mal de litiges opposant les citoyens. Nous retrouvons ici tout le lundi pour gérer les affaires de la société. C'est-à-dire, si je dis gérer les affaires de la société, c'est parce que nous intervenons dans les conflits qui opposent les uns et les autres dans cette société. Les légitimités traditionnelles sont investies pour les mêmes missions, avec la particularité de travailler main dans la main avec l'administration, une mission que les chefs de village et de quartier assument avec fierté depuis leur reconnaissance officielle par l'État. Vraiment, nous sommes fiers et nous avons constaté d'ailleurs qu'il y a un grand changement maintenant, parce qu'on nous donne du respect maintenant. Les gens nous respectent, mais avec les insignes surtout. Donc nous remercions très sincèrement les autorités régionales, les autorités nationales d'abord, ensuite les autorités régionales pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et ce respect-là, je crois que nous l'avons mérité. Et les autorités qui nous ont offert, c'est-à-dire que ce respect, alors nous ne cesserons qu'à les remercier.
Les citoyens, dans la grande majorité, saluent la reconnaissance des légitimités traditionnelles par l'État, même si certains pensent qu'il faut sensibiliser davantage ces autorités sur leur rôle. Qu'avant l'arrivée même de l'administration, on gérait nos problèmes nous-mêmes ici, dans les vestibules du chef de village, dans les vestibules de légitimité traditionnelle. Donc je crois que c'était la bonne chose. Au lieu d'aller dans l'administration avec nos parents, en cas de problème, il faut gérer entre vous-même. Je trouve que c'est plus nécessaire. Les chefs de village et de quartier de la région de Sigasso préparent actuellement la célébration de la journée du 11 novembre, une journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles. Au Niger, le Premier ministre a accordé une audience aux oulémas, membres du Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel. Les échanges ont concerné les questions de développement. Le point avec Nana Mariama Moutari et Souleymane Wali. La première audience, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, l'a accordé aux oulémas, membres du Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Reida. Il était question pour ces oulémas de réaffirmer davantage leur soutien au CNSP et féliciter par la même occasion ces derniers avec à sa tête le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, pour toutes les actions et mesures d'apaisement entreprises en faveur des populations nigériennes. Les populations sont vraiment comblées, satisfaites, en tout cas de toutes les actions qui sont en train d'être menées pour prendre en charge toutes les préoccupations de la population. Ali Mohamed Lamine Zen devait ensuite s'entretenir avec une équipe du Fonds monétaire international FMI en fin de mission au Niger. Le FMI et le Niger ont entre autres conclu un accord au niveau des services sur la 6e revue du programme économique du Niger au titre des facilités élargies des crédits et la 2e revue au titre des facilités pour la résilience et la durabilité. Nous avons également échangé sur les perspectives de l'économie nigérienne qui s'avère être assez positive cette année. Il y aura un rebondissement de l'économie. On estime une croissance économique autour de 8,8% pour 2024. Une dernière audience, le Premier ministre l'a accordée à une délégation de la Banque africaine de développement BAD qui vient d'entamer une mission de travail au Niger. Il y a 3 éléments essentiels qui apparaissent. D'abord la question fondamentale, le plan d'apurement des arriérés. Nous y sommes pour effectivement apporter une réponse claire à cela. Deuxième élément, pour l'emploi des ressources qui seront tirées du revenu du pétrole. Le gouvernement, le CNSP, travaille effectivement à rendre cela opérationnel. Notre point qui est relatif à une des institutions, troisième élément, de la République, ça ne pose pas de souci. Déjà, le chef de l'État a donné les instructions. La Cour des comptes, nous y attelons. Ce regain d'intérêt de plus en plus affiché par les partenaires au choix stratégique du Niger prouve à suffisance la pertinence des projets et programmes mis en œuvre pour le développement du pays. Et l'unanimité est faite sur les perspectives. Retour au Burkina, à Vili dans le Boulkende, l'offre de santé s'y améliore avec la réception d'une ambulance, du matériel médico-technique et la réhabilitation du centre de santé et de promotion sociale. Un geste d'un fils de la localité encouragé par les autorités ayant effectué le déplacement pour la remise. Le témoignage de Sie Dilarien et Pinidiano. Voici l'œuvre de Jean-Baptiste Kendrebego, dit Zampa, fils du village de Vili, pour contribuer à améliorer l'offre de soins de santé. Ces infrastructures de CSPS rénovées, une ambulance est remise ici par le ministre de la Santé. C'est dans ce CSPS que nous venons nous soigner. Aujourd'hui, si nous revenons au village, c'est toujours ce même CSPS. Nous avons décidé de lui donner une peau neuve, plus une ambulance. Donc, ce don répond aussi à cette vision de solidarité,
d'entraide, de développement endogène qui veut qu'aux côtés du gouvernement, toutes les bonnes volontés puissent mettre la main à la pâte pour que notre pays qui est définitivement lancé sur les voies du développement puisse réussir cela. Et ce n'est pas tout. Du matériel médico-technique, du savon et autres équipements sont aussi offerts par des opérateurs économiques de la localité au profit des autres centres de santé de la commune. Ici à Vili, les opérateurs économiques sont nombreux. Nous avons vu que le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Nous avons fait ce don de matériel pour interpeller chacun à emboîter nos pas. Sans la santé, il n'y a pas de développement. Ici, le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique et porteur d'un message du président du Faso. Il s'est engagé pour faire en sorte à ce que l'écoulement, l'effusion de sang que notre pays connaît de façon malheureuse s'arrête. Il a invité la population à travailler main dans la main, de renforcer la solidarité, de renforcer la cohésion, d'être des hommes d'exemplarité, d'être des hommes compétents, de ne pas être laxistes et de ne pas trahir leur pays. Le coût de la réhabilitation des CSPS et celui de l'ambulance s'élève à plus de 160 millions de francs CFA. Ici, la première accoucheuse du village et l'agent de santé communautaire bénéficient chacun d'une moto et une somme de 250 000 francs CFA pour leur engagement dans la prise en charge sanitaire de la population. La foire marocaine de retour à Ouagadougou pour la 7e fois consécutive. Une gamme variée d'objets d'art, de costumes et de produits alimentaires s'y décline à des prix promotionnels. L'exposition se tient jusqu'au 31 décembre prochain. La visite est guidée avec Urbain Benito Somé et Nyakiteda. Au pavillon de la créativité Thomas Sankara du Siao, une gamme variée d'articles made in Maroc. Nous sommes au traditionnel salon marocain de Amrani Chouz. Et cette année encore, dans son quartier général du site d'Isiao, sont exposés des produits dans leur diversité. Comme d'habitude, on a les chaussures en cuir, il y a des mocassins, 4 paires à 28 000, 2 paires à 15 000. Cuir 100%, c'est des cuirs, des semelles TR. Comme ça, c'est orthopédique. 2 paires à 25 000, 4 paires à 45 000. Encore des ceintures en cuir, une ceinture à 5 000, 3 ceintures à 10 000. Il y a encore les sandales pour les femmes. Il y a aussi 4 paires à 28 000, 2 paires à 15 000 au choix. Le choix, c'est très grand. Le salon marocain, c'est aussi les produits alimentaires. Des produits uniquement bio qui vont des épices aux huiles alimentaires à des prix promotionnels. Il y a beaucoup de nouveautés, alhamdoulilah, au niveau des huiles. On a des crèmes, on a des huiles à base d'unila pour le corps, pour les femmes. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a le savon noir bio, 100%. Il y a aussi au niveau des épices, comme d'habitude, les épices bio pour les bonnes recettes et bons repas. Madame Oudraogo est une habituée du salon et sa préférence, les épices. Je suis venue prendre des épices pour ma cuisine. Et puis des fruits secs, ça fait du bien à l'organisme. Et aussi des amandes pour en consommer. Des objets d'art et des costumes se laissent également admirer au salon marocain et à des prix défiant toute concurrence. Donc cette année pour notre exposition du salon marocain, on a plein de produits comme d'habitude. On a de l'habillement, de l'artisanat, des pantalons jeans, des boubous marocains, costumes en 2 pièces et des vestes aussi. On a plein de chemises. Et à part les chaussures, les produits cosmétiques et d'autres aussi produits, beaucoup de produits. Ce sont les premiers jours du salon et les clients prennent d'assaut le pavillon de la créativité. Chacun y trouve son compte. Moi, je suis plus intéressé par les chaussures et aussi également par les guines qu'ils vendent parce que très souvent, les guines qu'on paie avec eux, c'est de très bonne qualité. Tout est joli. Je cherche ce qui convient à mon pied et puis en tout cas, c'est bien, il y a la qualité et puis le prix est acceptable aussi. Voilà, on a payé des chaussures, des ceintures. En tout cas, on est en train de voir au niveau des épices. On va prendre quelques épices, on a déjà servi là.
Voilà, on est en train de revoir ici. En tout cas, ça a des vertus qui peuvent aider. Au salon marocain, on y trouve des produits 100% bio et surtout de qualité pour tous les goûts, à la portée également de toutes les bourses. Le salon marocain, c'est 7 jours sur 7 et dure jusqu'au 31 décembre prochain en fonction du stock. Immersion au carrefour artistique et culturel des forces de défense et de sécurité. Une première édition pour mieux découvrir l'univers des entités militaires et paramilitaires. 3 jours de communion refermés en apothéose par un concert géant. L'ambiance avec Moumouni Wanga. De la musique pour adoucir les cœurs et participer à renforcer la paix et la cohésion sociale. Bienvenue à la première édition du Carrefour artistique et culturel des forces de défense et de sécurité. Un rendez-vous qui réunit sur scène des artistes issus des rangs des corps militaires et paramilitaires du Burkina Faso, mais aussi du Mali et du Niger. La cohésion sociale maintenant, je crois qu'elle est indispensable à la vie d'une armée. Surtout quand on est ensemble, dans le cas de 3 pays, se connaître, évoluer ensemble, nous connaître mieux, ça nous permet d'avoir maintenant un bon résultat. Ici, population civile et forces de défense et de sécurité exécutent des pas au rythme de l'orchestre des FAMA, les forces armées maliennes. Jusqu'au bout de la nuit, les artistes se succèdent, chacun à son rythme avec des colorations bien variées. J'ai eu l'honneur de participer à ce festival avec la FDS et j'ai eu le plaisir de les voir dans un autre cadre festif, bien joyeux. Ça n'arrive pas souvent vu le contexte dans lequel on vit, nos 3 pays solidaires ensemble. Vraiment, j'ai apprécié d'être là avec eux pendant ces 3 jours. Avoir cette émulation entre frères d'armes, avec la culture comme trait d'union, les organisateurs voient en ce rendez-vous un pari réussi. Notre objectif ici, c'est de vraiment créer un cadre d'échange et d'expression entre forces de défense et de sécurité, promouvoir la cohésion sociale et aussi le talent artistique des FDS. Nous sommes satisfaits parce que ça n'a pas été chose facile. Réunir sur toutes les institutions, ce n'est pas du jeu. Mais on a tenu le pari, on a rêvé grand, on a réussi à tenir l'activité, on est fiers. Ce concert est la dernière étape de cette édition du Carrefour artistique et culturel des forces de défense et de sécurité. Du côté des organisateurs, l'on a le regard tourné vers l'édition à venir. Mais avant, en groupe ou en solo, les spectateurs profitent de ces instants de communion avec leurs forces de défense et de sécurité. Point final pour ce 20h. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour la dernière édition. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir. Gansonre c'est quoi Amadou et sida yamna mi kamti Burkina Faso e mbisana sa fanjindi zene sayi kame sogol ko teka hana yila te tenga rasambo ko point na yila te tenga tongo yem da pourquoi nyela boyna to bonte veille citoyenne la patrie ou la mort mabisi yayi bangi ne da Burkina hanga pidi faut 14 universités citoyennes. Ner han karar bayiri 14 universités citoyennes. Nebli simbe rond-point na masutu. E neben tartuma. Il y a ton mengam nakari yamam bazarsa. Il y a tin na gu inama na tout possible. Ton comme ni si ikira. Bebu tonga pa mvuino.